Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons donc aborder la session Covid et sport de ce 20e congrès du Club des cardiologues du sport. Je suis François Carré et j'ai le plaisir de partager cette session avec à ma gauche Stéphane Cade qui vient de Montpellier. Tout à fait à droite, vous avez le docteur Xavier Bigard qui est le directeur médical de l'Union cycliste internationale, l'UCI. Et entre Xavier et moi, Laurent Chevalier, qui est donc cardiologue à Bordeaux, Mérignac plus exactement, et qui est coprésident du Club des cardiologues du sport. Tout d'abord, pour introduire quelques mots quand même sur le fait qu'on ait une session Covid et sport dans un congrès de cardiologie, puisqu'on sait quand même qu'il y a eu des problèmes pulmonaires qui étaient au premier plan, dans les formes les plus graves, bien sûr les décès, mais il y a aussi des séquelles neurologiques. Et donc, on s'est axé sur le cœur, tout simplement parce que ce virus a un tropisme qui semblait très important, tout au moins au départ, même si maintenant, peut-être que les nouvelles données récentes ont tempéré ces propos, un tropisme important du virus pour le myocarde. On sait que ce virus attaque directement les cellules myocardiques, en particulier en bloquant ou en diminuant la régulation de récepteurs de l'enzyme de conversion au niveau des récepteurs de l'angiotensine 2. Et puis aussi un effet indirect parce qu'il s'est associé à une réponse inflammatoire majeure, une libération de cytokines très importantes qui peuvent entraîner des problèmes type vascularite, type thrombose et aussi des myocardites où là aussi ce problème de myocardite avait un peu interpellé. On s'est retrouvé confronté, je vous dis tout cela parce qu'on va en parler petit à petit, au problème de l'importance du dosage des troponines, puisque les troponines ont été proposées comme un des marqueurs très importants de myocardite. En réalité, ces troponines dans le Covid sont considérées comme un marqueur pronostic global, plutôt que quelque chose de spécifiquement une atteinte au niveau du myocarde. Donc, c'était le problème devant lequel on est confronté. Arrive à ce moment-là le problème des sportifs. Faut-il continuer le sport? Peut-on le continuer comme avant? Est-ce que c'est dangereux? Quel est le risque? Etc., etc. Tout ce problème qui a quand même posé des grandes questions, puisque vous avez dû le voir, il y a eu des tas d'articles qui ont été publiés. Les fédérations diverses ont proposé des protocoles, le ministère des Sports aussi. Et ce qui faisait que pendant un moment, on n'a pas trop su où on allait et surtout qu'est-ce qui allait se passer. Maintenant, on a eu du recul, beaucoup de publications. Il faut le noter quand même, le monde de la cardiologie du sport mondial a été capable de faire beaucoup d'études et d'avancer pour améliorer ce que l'on pouvait proposer. Donc c'est ce dont on va parler ce matin pour savoir un petit peu où on en est. Enfin, avant de passer la parole pour la première question à mes collègues, je voudrais insister quand même sur le fait que le fait de pratiquer une activité physique et sportive quand on a l'habitude de la pratiquer peut aider à maintenir le niveau du système immunitaire là où il était. En d'autres termes, il n'y a pas a priori de raison d'interrompre définitivement ou temporairement la pratique sportive quand on en fait, alors qu'on n'est bien sûr pas atteint par le Covid. Mais j'insiste là-dessus parce que les messages ont été un petit peu brouillés au départ et en particulier des patients ont interrompu leur pratique d'activité physique parce que pour eux, ils étaient persuadés qu'ils risquaient d'attraper le Covid en pratiquant cette activité. Ceci étant dit, faisons un petit peu l'état des lieux au niveau des sportifs actuellement. Et ce que je vous propose tout d'abord, ce serait d'avoir l'avis de Xavier pour qu'il nous dise un petit peu, parce qu'on s'est rendu compte que le cyclisme a quand même continué, un des sports qui a été le plus présent, si je peux dire, dans les 2 années qui viennent de se passer, et quels ont été les résultats, quelles ont été les précautions qui ont été prises par l'UCI. Ou est-ce que vous êtes retrouvé devant une déferlante de patients positifs avec des problèmes cardiaques? Merci François pour cette question qui évidemment, cette situation tout au moins nous a interpellés dès le début de la pandémie. Et je vous remercie pour m'avoir invité au sein de cette table ronde. Je voudrais juste redéfinir un petit peu le cadre dans lequel je vais intervenir, qui est bien celui du cyclisme professionnel. Donc on est là chez des athlètes de très haut niveau et j'évoquerai ce que l'on a pu déceler et quelles sont nos expériences au sein principalement des équipes de première et deuxième division cyclisme professionnel. Ce sont donc les équipes que vous voyez régulièrement dans les pelotons et des équipes féminines. Donc on a repris les compétitions il y a 1 an à peu près, au mois de juillet 2020,
après une grande période de confinement qui ont touché la plupart des pays européens, et on a commencé à travailler sur un protocole de reprise des compétitions à peu près au mois de mai, impliquant l'ensemble ou une grande partie des médecins des équipes professionnelles, et on a appliqué un principe de bulle, c'est-à-dire de mesures qui permettaient de protéger des équipes, les protéger de tout contact avec des personnes non contrôlées, c'est-à-dire susceptibles de porter le virus. Donc en clair, 2 étapes. On fait systématiquement des contrôles de portage du virus pour tous les coureurs, pour tous les membres des équipes. Et une fois que ces contrôles nous reviennent négatifs, ces coureurs sont isolés au sein d'une bulle qui va leur permettre donc de concourir soit sur des épreuves d'un jour, soit sur des épreuves d'une semaine. Donc on a réalisé un nombre considérable de tests PCR, sachant que la seule méthode de détection du virus que nous avons retenue est la détection en biologie moléculaire de l'ARN du virus, c'est-à-dire des tests PCR. Donc on n'est pas obligatoirement très fiers de cette quantité de tests que l'on a réalisés, cependant on est parti du principe que c'était indispensable. On a eu au cours de l'année, donc de la saison 2020 et début 2021, pour l'ensemble des courses. En 2020, il y a eu approximativement 120-130 courses professionnelles sur route. La saison est de 270 courses professionnelles sur route. Donc en 2021, il y a fort à parier qu'on arrivera à 230-240 courses. Donc sur toute la saison 2020, on a eu une quarantaine de tests PCR positifs pour l'ensemble du peloton, sur l'ensemble de la saison. Une quarantaine aussi sur des membres des équipes, donc les non-coureurs. Et pour cette quarantaine de tests positifs, 95-97% d'entre eux étaient totalement asymptomatiques, sans aucun symptôme. C'était des découvertes de portage du virus et des sujets porteurs sains. Donc le bilan pour nous a été excessivement favorable et finalement, au bout du compte, je vais vous apporter qu'assez peu d'informations sur l'impact qu'a pu avoir cette infection par le SARS-CoV-2 sur la sphère cardiaque ou de manière plus générale sur l'appareil cardiovasculaire. Donc voilà quel a été notre bilan, extrêmement positif. Certes avec un coût important, mais avec une population extrêmement compliante. De la même manière que les coureurs professionnels sont très compliants vis-à-vis des contrôles antidopage, et on sait pourquoi, l'histoire le démontre l'importance des contrôles antidopage et le fait que c'est une population compliante. Ils ont été extrêmement compliants, acceptant des tests PCR, 2 tests PCR négatifs avant chaque course, notamment pour le très haut niveau. C'est quand même une contrainte individuelle, mais tous se sont pliés à cela et finalement avec un résultat médical qui nous semble être tout à fait favorable. Merci beaucoup Xavier. Tout d'abord, je te prie de m'excuser. Je m'excuse parce que je viens de réaliser que j'ai oublié de dire que cette session était en commune avec la Société française de médecine de l'exercice et du sport et que tu en as été le président et que bien sûr tu es très impliqué là-dedans. Donc excusez-moi pour cet oubli. Donc c'est très important parce que ce message qu'on vient d'avoir montre quand on met les moyens, on peut arriver à circonscrire, ce qui pourra peut-être nous rassurer vis-à-vis de Tokyo, puisqu'on se pose des questions. Donc ils vont sûrement copier les modèles que vous avez mis en place. Et c'est quelque chose, à mon avis, qui est très important. On aura l'occasion d'en revenir quand on parlera un petit peu de problèmes de vaccination, etc., un petit peu après. Ensuite, concernant cette pratique donc, du sport en période de Covid, est arrivée la problématique de quel bilan doit-on réaliser. Comme je vous l'ai dit, les différentes fédérations, des fois avec on proposait des protocoles qui n'étaient pas toujours le même problème que les ligues, donc c'était un petit peu quelque chose un petit peu compliqué pour s'y retrouver. Et maintenant, on peut regarder, eh bien, en fonction des protocoles qui ont été proposés, les résultats qui ont été observés, peut-être se dire, si jamais je ne le souhaite pas, mais on a besoin d'avoir les mêmes questions à se poser un jour dans l'avenir, on sera peut-être un peu moins démunis qu'on l'a été devant cette pandémie que l'on n'attendait pas du tout. Donc, en gros,
Il y a eu des études américaines qui ont porté sur plus de 5000, d'après ce que j'ai vu dans la littérature au total, à peu près 6000 sportifs divers, hein, c'est-à-dire il y avait des sportifs professionnels, plutôt 800, et puis le reste c'était des sportifs de moindre niveau. Et les Américains avaient proposé différents examens pour voir leurs effets, leur réalisation. Donc moi ce que je vous propose maintenant, c'est d'entendre les résultats préliminaires de 2 études qui sont en cours en France, puisqu'il n'y a pas eu beaucoup de papiers sortant des équipes françaises pendant la période de pandémie, quand elles battaient vraiment son plein. Il y a une étude qui a lieu à Montpellier, que Stéphane a mis en place, et une étude qui est mise aussi en place à Bordeaux par Laurent Chevalier. Alors, chose importante, je crois qu'il faut insister dessus, c'est que Laurent vous le dira, mais il y a quand même une partie de sujet contrôle. Or, les grandes limites de la plupart des études américaines, c'est qu'il n'y a aucune étude avec un groupe contrôle. En d'autres termes, on prend des sportifs qui ont eu un Covid, on leur fait des bilans derrière, et on regarde, à partir des examens qu'on fait, ce qu'on détecte. Mais on n'a pas le groupe à côté qui n'a pas eu de Covid, et qui aurait subi les mêmes examens et qui aurait peut-être aussi mis en évidence des particularités. Donc ça, c'est très important parce que les données scientifiques qu'on a, que nous proposent les Américains, ne sont pas vraiment solides pour dire que c'est eux qui ont raison, qu'il faut absolument faire tous ces examens ou ne pas les faire. Écoutez, on va commencer par Montpellier. Très bien, merci François. Donc, bonjour à tous. Donc nous, sur le club, l'an dernier, l'été dernier, on a commencé, comme vous le savez, comme vous tous, j'imagine, à faire des bilans de reprise d'activités sportives après le Covid. Et donc on a commencé au mois de mai, je me souviens, mai, juin, juillet, août, à faire pendant 4 mois des bilans systématiques lors de la reprise d'activités sportives. Et puis, notre impression générale au départ, c'était que finalement, tout allait bien. Alors c'est vrai qu'au départ, comme vous l'avez déjà souligné François, on avait un gros doute sur ce tropisme cardiaque et notamment sur un doute sur le devenir de ces sportifs, notamment lors de la reprise d'activité sportive. Alors Laurent, de son côté, avait lancé une étude prospective dont il vous parlera, qui était bien conduite. Et nous, on a fait ça un peu a posteriori en se disant quelle est la vraie vie et est-ce que ce que l'on fait est vraiment approprié. Donc je vous rappelle qu'en France, actuellement, il était plutôt recommandé de faire en reprise post-Covid un électrocardiogramme, une échographie cardiaque et une épreuve d'effort. Alors comme vous l'a souligné François, sur les études, notamment les 3 grosses études où il y a plus de 6000 sportifs inclus, il était plutôt préconisé à la place de l'épreuve d'effort de faire une troponine. Et donc on a commencé à faire beaucoup de bilans et tous les bilans étaient plutôt rassurants. Donc on a eu l'idée de faire cette étude avec Christophe Edon sur Montpellier et on a sollicité l'ensemble du club des cardio du sport qui ont bien voulu participer avec nous. Et donc au total, notamment grâce à l'arrivée de 200 sportifs de l'INSEP, on a 545 actuellement sportifs. Nous on s'est intéressé qu'au haut niveau, que asymptomatiques, peu symptomatiques ou modérément symptomatiques. On a exclu bien sûr tous les Covid graves, mais finalement qui étaient très faibles. En population, c'est anecdotique. Et donc on leur a fait systématiquement électro, écho, épreuve d'effort. Et puis sur ces 545 sportifs, je vous passe un petit peu en détail, on a donc 24 anomalies ECG, mais peu sont vraiment en rapport avec le Covid. Même c'est très difficile de savoir quand on a une anomalie si cela vient du Covid ou pas. On a eu juste que 3 anomalies échocardiographiques qui sont juste des petits épanchements péricardiques, dont là aussi on ne sait pas si elles sont dues au Covid ou pas. Et puis on avait à l'épreuve d'effort des arythmies ventriculaires avec quelques extrasystoles ventriculaires, voire auriculaires, mais là aussi, savoir si c'est en rapport avec le Covid, c'est toujours difficile. Et sur notre population, on a eu 10% de nos sportifs qui ont eu une IRM, et sur ces IRM, 6 sont revenus avec des myocardites. Donc finalement, on colle à la littérature, puisqu'on a 6 cas sur 500, donc ce qui fait à peu près 1% d'IRM. Positive avec une myocardite, ce qui est relativement faible. Et pour l'instant, sur un suivi qui va, puisque l'étude a commencé avec les premiers sportifs inclus au mois d'août 2020, on a actuellement un suivi sans événements cardiovasculaires inquiétants. Donc c'est vrai qu'on est un petit peu plus rassuré après un an d'inquiétude et donc c'est vrai qu'on pourra discuter sur la fin de savoir ce que l'on va proposer comme bilan post-Covid lorsqu'on décide de reprendre l'activité sportive, bien sûr en ayant respecté le délai habituel après une infection. Alors juste une petite remarque, comme vous l'a dit Stéphane, et j'insiste là-dessus, c'est très important. Vous voyez, c'est une étude où plusieurs membres du club des cardiologues ont participé, donc ça veut dire que
C'est très important qu'on puisse mettre en commun notre expérience, les expériences des cardiologues du sport pour arriver à faire un pool de sportifs suffisant. Donc c'est quelque chose qui est à retenir, il faut vraiment qu'il y ait toujours un travail collectif pour ce genre d'études. J'ai une petite question là, les 10% d'IRM, c'était ciblé cliniquement ou c'était le hasard? Non, alors dans les études, comme tu le sais, c'est vrai qu'il y avait plusieurs protocoles, soit systématiques, soit ciblés. Nous, c'était systématiquement ciblé. Il fallait une anomalie soit clinique orientant vers un problème cardiologique, palpitation, douleur thoracique, souffle un petit peu court, ou alors une anomalie électrique, échographique ou de troponine quand elle avait été faite. Mais nous, on ne le recommandait pas systématiquement. Enfin, on a pris vraiment ce qui était recommandé, c'était plutôt l'épreuve d'effort. D'accord, donc IRM, ciblé, oui. IRM pas systématique et pas au hasard, mais ciblé par la clinique et ou les données des premiers examens complémentaires. Et Laurent, alors à Bordeaux, l'étude que vous avez mise en place, qui est de grande échelle d'après ce que je sais, est-ce que tu peux nous en donner quelques éléments et les résultats que tu veux bien dévoiler avant la grande annonce? Bonjour à tous. Oui, effectivement, alors l'étude ASCOVID, quand on l'a bâtie, c'était en pleine tourmente, en plein confinement, en fait, mois de mars 2020. On se posait à ce moment-là beaucoup de questions. On avait des retours assez péjoratifs du tropisme cardiovasculaire sur les gens qui étaient hospitalisés. Et donc le protocole a été bâti pour savoir si les formes beaucoup plus modestes, mais dans le cadre d'une pratique sportive intensive, pouvaient avoir un retentissement négatif. Du coup, le protocole a été conçu en accord avec la Ligue nationale de rugby, ce qui nous a permis de recruter 800 rugbymen professionnels. Mais on voulait aussi savoir si une population quand même différente, mais néanmoins sportive, à savoir les étudiants de l'UFR STAPS de l'Université de Bordeaux, qui donc ont une charge d'entraînement quand même nettement moins importante, de l'ordre de près de moitié, on tourne à 10 heures pour eux, pour une vingtaine d'heures pour les rugbymen, s'il y avait aussi de ce côté-là une différence. Donc tous ces gens-là ont été progressivement inclus, avec évidemment pour les STAPS un instantané à l'inclusion avec les bilans qui en découlaient pour tous ceux qui avaient une PCR ou une sérologie positive, alors que les rugbymen, eux, le suivi s'est étalé tout au long de la saison. Ce sont des gens qui, Xavier le disait, ont eu aussi droit à des PCR bi-hebdomadaires pendant des mois et des mois, et 3 sérologies dans le cadre du protocole, à l'inclusion, en fin de suivi et une intermédiaire. Au vu de tout ça, on a recruté 285 sujets donc, qui ont contracté le Covid. Et le protocole donc, demandait alors, tout un suivi biologique sur lequel je ne vais pas revenir en détail, mais sur le plan aussi inflammatoire aussi, génétique pour plus tard, mais aussi au niveau cardiologique, donc électrocardiogramme de repos, épreuve d'effort et échographie systématique. Ça, c'était le prérequis, comme d'ailleurs dans beaucoup de ligues professionnelles ces derniers mois, avant de pouvoir reprendre la compétition. Et au final, on arrive à des résultats qui sont tout à fait concordants avec ce que Stéphane et d'autres papiers qui ont été publiés depuis, que ce soit le plus souvent à titre rétrospectif, mais aussi par prospectif, c'est-à-dire un taux très faible d'examen anormal. Alors on avait le gros avantage avec nos sportifs professionnels d'avoir des bilans électro, épreuve d'effort écho antérieurs au Covid, donc on pouvait vraiment être quasiment sûr que les modifications enregistrées étaient bien attribuables au contexte Covid. Et finalement, on a électro, moins de 2% d'électro anormal, moins d'1% d'échographie anormale et moins de 3% d'épreuve d'effort anormale. Par ailleurs, il y avait un sous-groupe donc IRM avec effectivement là un groupe témoin. Et là aussi, on a eu finalement 2 IRM positives attribuables au Covid, enfin attribuables au Covid anormal, pardon, un dans le groupe Covid+, et une dans le groupe Covid-. Voilà, donc là vraiment pas grand-chose qui sort. Et pour ce qui est des événements graves, on a enregistré une tachycardie ventriculaire, qui n'est pas attribuable au Covid, et une myocardite. Voilà, donc vraiment des événements cliniques faibles. Et pour ce qui est du suivi, puisqu'on est à plus d'1 an de suivi, en tous les cas pour les rugbymen professionnels, aucun décès. Voilà. Donc finalement des résultats qui sont bien rassurants. Donc ça c'est un message très important, effectivement, parce que maintenant on voit plus clair, mais il ne faut pas non plus
je pense qu'on tombe dans l'excès inverse, se dire, bon, en fin de compte, on risque rien du tout, il ne faut pas y faire attention, il n'y a pas besoin. Non, je pense qu'il faut garder une surveillance adaptée, une attitude, stricte, et pas dire, bon, puisque de toute façon tous les examens montrent que c'est très rare, c'est peut-être aussi parce qu'on a mis en place quelques critères de sécurité. Et donc, ça veut simplement dire là qu'il ne faut pas faire systématiquement des examens, peut-être, puis regarder après en résultat des examens, en fonction des résultats, ce que l'on va faire. Donc c'est quelque chose qui, à mon avis, est important. On retrouve effectivement dans les chiffres que tu nous donnes, exactement les chiffres que donnaient les Américains, entre 0,5 et 1,5% en fonction des examens réalisés, d'anomalies. Donc c'est quelque chose qui me paraît très important. Alors une question qui va bien sûr se poser maintenant, et c'est là où je voulais avoir votre avis, c'est maintenant quand je me retrouve devant un patient ou un sportif qui a un Covid, qu'est-ce que je vais lui faire d'après ce que vous me dites comme examen? Rien. Est-ce que je suis guidé par les symptômes? Est-ce que je suis guidé par les résultats d'un bilan biologique que vous faites systématiquement? C'est-à-dire dans la vraie vie, qu'est-ce que l'on va pouvoir proposer au cardiologue du sport quand un sportif vient les voir et qu'il dit moi je suis sportif, je m'entraîne beaucoup et je suis positif au Covid? Laurent, tu commences à nous donner ton avis? Dans la pratique, je pense qu'on a évidemment un gros biais de sélection en tant que cardiologue, c'est-à-dire que si le sujet vient nous voir, déjà les sportifs, ils n'ont pas trop tendance à venir nous voir quand c'est pas obligatoire. On est mal aimés. Donc s'ils viennent nous voir, c'est qu'il y a un symptôme. Voilà. Alors, donc les asymptomatiques ou les très symptomatiques, on ne va pas les voir. Ceux-là, ils ne vont pas venir nous consulter. Donc le médecin généraliste ne doit pas faire d'électro? Rien. Un sujet qui fait du sport, que ce soit 2 heures, 4 heures, 6 heures de sport par semaine et qui a le Covid, s'il est asymptomatique ou juste une anosmie transitoire, ou polysymptomatique, s'il n'a pas de symptômes évocateurs, de palpitations, de précordialgie, d'essoufflement, de baisse de niveau de performance, parce que c'est ça qu'on enregistre parfois, je crois qu'effectivement ça ne mérite rien comme bilan cardiovasculaire systématique. Tu conseilles quand même une interruption du sport? Bien sûr. Pendant combien de temps? Parce que là aussi il y a un petit débat. Alors, pour ce qui est là, au moins, je peux, avec Ascovid, vous conseiller quelque chose qui a fonctionné, puisqu'on a eu 0 accident au final. C'est que les consignes, c'était 7 jours d'arrêt total, à partir du moment où la PCR positive déclenchait l'alarme. 7 jours avec le variant chinois, le premier, et à partir du moment où on a eu le variant anglais qui est rentré dans la boucle, on est passé à 10 jours d'arrêt complet, et ensuite une reprise tranquille avec à moins de 80% de la FMT sur les 7 jours suivants. D'accord. Avec ce protocole-là, en tous les cas, nous n'avons eu 0 accident, avec pourtant des sportifs qui tirent sur la corde. Alors, si on reprend donc cette population de sportifs qui sont donc positifs PCR, polysymptomatiques ou asymptomatiques, Stéphane, tu vas vers la même attitude? Oui, mais je crois qu'il faut bien préciser 2 choses. C'est PCR positif, c'est 7 jours minimum, on peut aller jusqu'à 14 jours, mais 7 jours c'est le minimum. Et après, si vous avez des symptômes, c'est 7 jours après la fin des symptômes, notamment les symptômes cardiologiques, parce que l'anosmie et la gueusite, dans les études, elles ont été supprimées. Si vous avez une anosmie qui est prolongée, bien sûr, vous pouvez reprendre l'activité sportive si c'est isolé. Donc oui, 7 jours après une PCR positive, et les symptomatiques un petit peu plus symptomatiques, 7 jours après la fin des symptômes. Xavier, tu as quelque chose à rajouter, toi? Oui, j'ai une question. Ma question est la suivante. On a la possibilité maintenant, et c'est totalement diffusé par la majorité des laboratoires de biologie qui font les tests PCR, d'avoir une appréciation de la charge virale par l'évaluation des CT, des CT du test PCR. On sait que des CT supérieurs à 33, 32, 33, parfois 34, signe le fait que la personne est soit en tout début d'infection, ce qui est rarement le cas, soit non contagieuse, c'est ce que tout le monde appelle des faux positifs, ce qui est une très mauvaise appellation, mais ce sont des personnes non contagieuses. Et plus on descend dans les valeurs de CT, plus on a une charge virale importante. Est-ce que pour vous, cette notion de charge virale chez des patients toujours asymptomatiques pourrait avoir une influence sur votre guidage d'examen cardiologique?
Autrement dit, quelqu'un d'asymptomatique, mais avec une très importante charge virale, des CT inférieurs à 22, 23 par exemple. Est-ce que ça vous engagerait à faire des examens complémentaires plus que quelqu'un qui aurait une charge virale modérée? Laurent? Alors, dans la pratique, déjà, ce renseignement, on ne l'a jamais. Quand on est praticien et qu'on a un sujet qui vient vous voir et qui vous dit « j'ai eu une PCR positive », voilà. Mais en tous les cas, nous, on s'y est intéressé dans le cadre du protocole. Et en fait, alors, la plupart, vraiment la très grosse majorité sportive avec des charges virales faibles. Très faibles. Du coup, mais on n'a pas réussi à mettre en évidence, effectivement, de différence. Voilà, à ce niveau-là. A fortiori, parce que derrière, on n'a pas eu d'événement. Il n'y a rien, on n'a pas eu d'anomalie. Donc on en aurait eu, peut-être qu'on aurait pu aller chercher, mais là, il n'y a rien. Donc quelle que soit la charge virale, qui globalement était quand même faible chez tous ces sportifs, on n'a pas réussi à mettre en évidence quoi que ce soit. Avec le recul, même avec les examens anormaux, le recul est rassurant. Donc que la charge virale soit positive de façon importante ou pas, finalement, s'il reste peu symptomatique, moi je resterai calqué sur les symptômes. Ouais. Je ne ferai vraiment pas plus. Hein. D'accord. Donc là, on a vu les PCR asymptomatiques, PCR positifs asymptomatiques, aussi symptomatiques. Donc, a priori, pas d'examen de demander. C'est plutôt les médecins généralistes qui vont les voir. On est bien d'accord avec les cardiologues. Maintenant, on va passer à ce qu'on appelle les patients avec des symptômes modérés. Hein, c'est la classification toujours pareille américaine. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est la fièvre, les courbatures marquées, l'essoufflement, la douleur, l'impression d'oppression dans la poitrine, les palpitations, voire un petit peu de temps en temps des petits vertiges, des malaises. Donc là, c'est ceux qui vont venir voir les cardiologues. Plutôt a priori, hein, puisque... Donc là, la même question, je vous pose les mêmes questions. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous gardez ce que vous avez mis dans vos études, ECG, épreuve d'effort, échocardiogramme? Est-ce que vous rajoutez la troponine? Est-ce que vous faites l'IRM ou quand? Voilà. Parce que ça, c'est souvent les questions que se posent quand même nos collègues quand ils se trouvent face aux sportifs. Maintenant, avec le recul, comment vous voyez les choses? Alors déjà, pour ces formes un peu plus marquées, on les a vues fleurir depuis l'arrivée du variant anglais. Là, très clairement, les joueurs le disent, la deuxième vague de contaminés, cet hiver, ils étaient beaucoup plus séchés par le virus que ne l'ont été les premiers durant l'été. Donc effectivement, on a plus souvent maintenant ce tableau de symptômes intermédiaires. Après, on n'a pour autant pas vu de différence au niveau de l'évolution clinique. Et je voulais rajouter juste une chose concernant les examens anormaux, qui sont donc très peu nombreux, c'est que ces examens cardio ont beau être anormaux, derrière, il ne se passe rien. C'est quand même un élément de plus en défaveur de la réalisation de ces examens, puisque même si quand ils sont anormaux, il ne se passe rien. Donc, c'est rassurant. Et c'est évidemment rassurant. Et la deuxième, concernant la question des dosages biologiques, là aussi, à prendre vraiment avec des pincettes, parce que la troponine est souvent augmentée plus ou moins de base chez des gens qui font de l'activité sportive intensive. Donc on n'a pas une idée très précise de ça. Et la répartition dans une population soumise aux mêmes charges d'entraînement est assez variable. Il y a des sujets qui vont avoir une troponine assez augmentée de base, d'autres très peu. Donc on ne sait pas à qui on a affaire. Et c'est la même chose pour les didymères, qui eux aussi peuvent être augmentés. Donc finalement, l'utilisation de ces outils n'est potentiellement contributive pour nous que si les examens sont négatifs. Voilà, en valeur prédictive négative, c'est toujours précieux, comme ça l'est d'ailleurs dans la population générale. Mais alors par contre, après s'exciter vraiment parce qu'on a une tropo un peu augmentée, des didymères un peu augmentés chez quelqu'un qui fait du sport et qui a le Covid, là on rentre dans des... Voilà, il y a des raisonnements qui peuvent être fallacieux et amener à une ribambelle d'examens complémentaires totalement inutiles. Donc tu gardes quand même ECG? Non. Aucun examen? Et s'il y a des palpitations? De toute façon, voilà, on est médecin, on est clinicien quand même, et donc forcément un patient qui vient à la consultation et qui dit qu'il a des symptômes, on va évidemment le regarder d'un autre œil. Mais néanmoins, dans S-Covid, les gens qui avaient ces symptômes, qui crachaient un peu d'arythmie sur les monitorings à l'entraînement, etc., qui crachaient des ESV, il ne s'est rien passé. D'accord, mais bon... Mais évidemment, on va être plus enclin... On reste cardiologue avant tout, parce qu'ils peuvent avoir des palpitations pour une autre raison et qui peuvent effectivement bien être évidemment. en cause. La tachycardie ventriculaire en est le meilleur exemple. Oui. Le sujet a fait une TV en match,
alors que ce n'était pas le Covid qui en était responsable. Alors ce que tu dis sur les troponines, et je te repasse toute la parole Stéphane, c'est très important parce que vous avez vu cette vague de publications qu'il y a eu sur les marathons, les ultra-trails, etc., avec la troponine. Entre parenthèses, quand même, les gens passent sous silence que quand vous faites un test d'effort, bien souvent, si vous dosez la troponine après, elle est augmentée aussi à la personne qui a fait le test d'effort, sur tapis roulant en particulier, donc c'est un petit peu... Donc ceci, c'est pour dire qu'en fait, les valeurs qu'on a de troponine sont des valeurs dans la population normale, non entraînée. La limite supérieure est une valeur limite supérieure dans la population normale générale, mais on n'a pas ces valeurs chez les sportifs. Donc tant qu'on n'aura pas des normes chez les sportifs, c'est comme pour l'échocardiogramme, c'est comme pour la fréquence cardiaque de repos. Hein. C'est toujours pareil, il faut qu'on ait des normes et non pas qu'on extrapole tout de suite à ce qu'on voit dans la population générale et qu'on en conclut qu'ils sont en train de faire une nécrose, par exemple. Mais je réinsiste là-dessus parce que on a très souvent, et je pense que c'est pareil pour vous, des sportifs qui nous sont adressés parce qu'on a trouvé après une troponine augmentée pour peu qu'ils n'aient pas été très bien, et à ce moment-là, tout le monde commence à se dire qu'il faut lui faire une coronarographie, etc. Donc, tu voulais rajouter quelque chose, Stéphane, toi, quelle est ton attitude là? Non, mais je rejoins tout à fait Laurent. C'est vrai que j'aurais tendance à dire que je ne ferai plus aucun bilan à ces Covid, même s'ils sont symptomatiques. Mais après, je crois qu'il faut viser les symptômes cardiologiques, comme tu le soulignais, mais qui sont relativement faibles, parce que dans les études, on voit que c'est maximum 5% qui ont des palpitations ou des douleurs thoraciques. Vraiment, c'est très très faible les symptômes qui peuvent orienter vers un problème cardiologique. Donc déjà, si on arrêtait des bilans systématiques sur des Covid un peu plus symptomatiques et qu'on ciblait uniquement sur les symptômes cardiologiques, je pense qu'on limiterait énormément d'examens qui sont peut-être maintenant inutiles ou puisque rassurants avec le suivi. Hein, alors ça, c'est ce que tu dis est tout à fait vrai, mais je viens à une autre question qui me vient comme ça, parce que j'ai l'impression, tu l'as peut-être un petit peu dit tout à l'heure Laurent, que les cardiologues ne voient pas les mêmes patients que les médecins généralistes au niveau des symptômes. Moi j'ai beaucoup de médecins généralistes qui m'ont parlé d'épisodes de tachycardie sinusale. Ouais. Les sportifs se plaignaient, d'habitude ils battaient à 50 au repos, là ils montaient à 80, ils faisaient à l'effort, ils montaient très vite leur fréquence et ça disparaissait assez rapidement. Et ça, nous, dans notre équipe, on n'en a pas vu beaucoup, en réalité, d'emblée. Hein. Est-ce que vous en avez vu beaucoup? Ouais. Est-ce que vraiment, oui? Mais plus chez les non-sportifs que chez les sportifs. C'était plus chez les non-sportifs. Alors après, oui. Ce ressenti n'a aucune valeur statistique, mais j'ai remarqué, on l'a eu ce retour très très fréquemment à partir du moment où on a réouvert les consultations en mai, où on a vu arriver beaucoup de gens, effectivement, qui présentaient des tachycardies sinusales, la plupart du temps, de repos et d'effort. Tout était décalé, comme tu le disais, vers le haut, de 20 à 30 pulsations. Et ça a duré pendant quelques semaines. Voilà, ça on l'a eu très fréquemment, mais finalement, beaucoup plus souvent chez des gens sédentaires que chez des gens pratiquants. Néanmoins, voilà. Et donc, ces sportifs, j'ai bien retenu les examens qu'on garde, parce qu'on est cardiologue avant tout et qu'on doit détecter et faire le diagnostic de symptômes déjà, hein, un diagnostic étiologique. Et maintenant, pour la reprise, ils reviennent vous voir ou il n'y a pas besoin qu'ils reviennent vous voir? Ils respectent Donc on ne fait plus rien, quoi. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Je ne sais pas si on ne fait plus rien, mais ce qui est certain, c'est que après, je crois qu'après une grippe ou après une gastro-entérite virale ou autre, on ne fait pas un examen cardiologique. Au départ, on était parti vraiment sur un tropisme cardiaque qui nous paraissait très important, parce que ça a été décrit dès le départ sur des myocardites graves, mais sur des patients souvent hospitalisés ou des Covid graves. Maintenant, voilà, force est de constater qu'on a une évolution qui est rassurante. Le tropisme cardiologique, il est peut-être un peu plus important et ça reste encore maintenant à démontrer. Donc finalement, je crois qu'après une infection virale, on ne fait rien dans la vie de tous les jours. Donc Covid ou pas Covid, je garderai la même attitude. Et c'est vrai que j'aurais tendance maintenant à freiner les examens, sincèrement. Mais il est possible que le SARS-CoV-2 ait un tropisme cardio 10 fois supérieur ou 100 fois supérieur à celui d'autres virus. C'est la première fois qu'on suit un virus à la trace en direct. C'est la première fois qu'on en surveille aussi. Et qu'on fait... On ne l'a jamais fait, c'est une première on ne peut pas comparer. Donc on ne peut pas savoir si finalement... Peut-être qu'il est effectivement, même chez les formes POCI, mais néanmoins, à l'arrivée, même si c'est plus fréquent, ça reste bénin. Il nous reste une population, c'est ceux qui ont été hospitalisés. Donc ceux-là, alors je ne vais pas parler de ceux qui sont passés en réanimation, on va parler des hospitalisés non en réanimation. Attitude vis-à-vis de la reprise du sport, parce que là, ils auront tout le bilan. Je pense qu'on ne va pas revenir à l'hôpital, les gens savent ce qu'ils ont à faire. Est-ce que, pour la reprise, toujours pareil, on reprend progressivement, mais avec un suivi cardio ou pas? Stéphane? Je change exprès pour... Non mais...
C'est vrai que s'il est hospitalisé, il aura obligatoirement troponine, échographie, il n'aura pas de test à l'effort parce que c'est pas le lieu, puis je pense que c'est inutile actuellement. S'il y a eu le moindre doute, il aura son IRM cardiaque. Donc après, déjà, s'il a une myocardite, ce sera le délai habituel de 3 à 6 mois avant une reprise d'activité sportive. Mais ça, on bascule dans le cas particulier de la myocardite avec le problème à 3 à 6 mois qui peut se reposer. Et puis pour le reste, moi je pense que toujours une reprise est là par contre très progressive. J'attendrai vraiment à distance de l'épisode infectieux viral. Moi, sincèrement, j'attendrai vraiment avant de reprendre une activité qui sera toujours progressive. Alors je n'ai pas un délai à vous donner, mais suivant la gravité du Covid. Mais après, chez le sportif athlète, comme le disait Laurent, il y en a très très peu. Enfin, on a tous quelques cas par-ci par-là, mais ça restera. Et donc ce sont des gens qui finalement seront très bien suivis. Après, il faudra tout normaliser, bien sûr, échographie, troponine, électro normal. Je crois qu'il y a un point qui est important, on l'a appris au fil des semaines, c'est les sportifs, ou ça peut être aussi des non-sportifs d'ailleurs, qui viennent avec des dyspnées persistantes et vraiment une limitation à l'effort. Tout le reste a disparu, mais ça les limite. Et assez souvent, dans le cadre de leur dyspnée sur un Covid hospitalisé éventuellement, ou pas d'ailleurs, ou ambulatoire, ils ont eu une imagerie pulmonaire à la recherche de l'aspect en verre dépoli sur le parenchyme. Et parfois, on leur a fait aussi un angioscanner pulmonaire. Et l'angioscanner, nous, on en a déjà plusieurs, strictement normal, et c'est la scintille pulmonaire couplée à un coup d'hélice scanner low-dose qui apporte la solution et qui montre en fait des micro-emboles diffus. Et ça, nos collègues médecins nucléaires nous rapportent une explosion du nombre de scintigraphies pulmonaires positives dans ce cadre, avec cet aspect bien particulier de microthrombie. Donc je crois que quand on a affaire à un sportif, puisqu'on parle des sportifs aujourd'hui, qui a eu le Covid et qui donc se plaint d'une dyspnée fort persistante, les dédimères peut-être, mais surtout la scintille pulmonaire ventilation-perfusion couplée à un coup de scanner low-dose pour avoir une bonne capacité à dépister ces petites... Parce que là, l'angioscanner régulièrement passe à côté. C'est vrai pour les sportifs, c'est vrai pour tout le monde en fait. Hein. Bien sûr, bien sûr. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, je voulais aborder 2 points encore, donc je me permets de vous couper et je voulais avoir l'avis, parce que ça vous arrive régulièrement, est-ce que le sportif doit se faire vacciner et si oui, quand? Est-ce que c'est un retentissement? Est-ce qu'il y a des risques particuliers? Donc Xavier, quel est ton avis? Mon avis est évidemment favorable à la vaccination, bien évidemment. Ça va dans le sens de la recherche d'une protection immunitaire de l'ensemble de la population et notamment de la population sportive. Ça, c'est un point qui nous intéresse, nous, évidemment, dans le cyclisme de haut niveau, sachant qu'on a actuellement, dans le peloton, un très faible taux de protection vaccinale. Inférieur à 10%. On est actuellement, début juin, à 5-6% de coureurs correctement vaccinés. Donc on est très très loin de cette immunité collective. On peut retrouver à cela 3 principales raisons. Et une qui va rejoindre une discussion tous ensemble. La première raison, c'est qu'en effet, l'ouverture aux jeunes populations n'est que récente. L'ouverture de la vaccination aux jeunes populations n'est que récente, et ce, dans tous les pays européens. Donc nous, on a quelques équipes étrangères, notamment américaines, ou des équipes qui ont la possibilité de passer par les pays du Golfe, hein, comme UAE ou Bahreïn, qui ont une protection vaccinale un peu supérieure, mais pas à 100%, loin s'en faut. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que très souvent, les dates de vaccination sont gérées par des autorités sanitaires et que les coureurs sont dans tous les pays européens et ne peuvent pas avoir un calendrier fixe de vaccination à 4 semaines, notamment pour le rappel. Et la troisième raison, c'est que beaucoup craignent, et je pense que là, derrière tout cela, il y a aussi une question pour nous que l'on doit traiter. Beaucoup craignent une diminution de leur performance dans la semaine, les 10 jours, parfois peut-être un petit peu plus, après la primo-vaccination, mais surtout après le rappel de vaccination. Cette petite dépression des performances s'explique parfaitement par le développement complet des réponses immunitaires, qui obligatoirement va à l'inverse de la performance elle-même.
Voilà. Donc beaucoup craignent cette période-là. C'est un peu ce qui explique ce très faible taux de protection vaccinale. Mais à titre au plan médical, on ne peut qu'encourager à la vaccination de ces athlètes, bien évidemment, à condition de bien gérer la date de ces vaccinations. Pour le cyclisme, c'est assez compliqué, puisque la saison dure pratiquement une année pour certains, puisqu'ils passent de la route au cyclocross, au mountain bike, etc. Par contre, pour d'autres disciplines sportives, c'est beaucoup plus simple. En général, il faut respecter malgré tout, si on veut retrouver l'intégralité des performances individuelles, on peut imaginer 3 semaines, 1 mois avant un grand rendez-vous sportif. Donc ça nécessite une certaine anticipation. Donc anticipation, 3 semaines, 1 mois. Par contre, quand je suis vacciné, je me suis fait vacciner, je continue à m'entraîner comme avant. Non, dans les quelques jours qui suivent, et notamment la 2e injection, on recommande d'éviter toute charge de travail importante à l'entraînement, tout simplement pour éviter le fait qu'un exercice intense va déprimer les réponses immunitaires, et donc ce qui va aller à l'inverse du but recherché par l'induction du vaccin. Que ce soit des vaccins ARN, que ce soit des vaccins à base d'antigènes. Je lève le pied après l'injection, les 2, en particulier après la 2e, et combien de temps? On recommande à peu près 3-4 jours pendant lesquels, pour un coureur par exemple, il est sur les rouleaux où il va rouler, mais avec une charge de travail très faible, à 60-70% de ses performances. Donc c'est des conseils importants. Retenez quand même ce que vous a dit Xavier, je pense qu'on le partage tous. Hein. Les bénéfices du vaccin sont supérieurs aux risques qui sont très faibles. Et ça, c'est absolument, mais totalement indiscutable, bien évidemment, totalement indiscutable, et en particulier chez les sportifs de haut niveau. C'est ce qui permettra d'alléger à terme toutes les mesures de détection des porteurs sains que l'on a engagées actuellement, qui sont de contraintes individuelles énormes, d'un coût financier pour les équipes lui aussi considérable. Donc, il nous reste 3 minutes, hein, donc juste un tout petit mot, puisqu'on avait prévu, et ça avait été un petit peu demandé, de dire un tout petit mot sur les Covid longs et l'activité physique en particulier. Donc, en fait, le terme de Covid persistant est souvent plus employé que Covid long. Je vous rappelle la définition de l'HAS, c'est des symptômes de Covid, les mêmes que ceux qu'on a eus pendant l'infection, ou des nouveaux qui sont apparus, qui persistent plus de 3 mois après le diagnostic du Covid, en sachant que dedans, il y a bien sûr des gens qui n'avaient pas été testés, puisque les tests n'existaient pas au tout début, bien évidemment. Donc, je peux vous en dire quelques mots, tout simplement, parce que nous, on a été sollicités par l'ARS de Bretagne pour prendre en charge ces patients, et en fait, c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne pensait, parce qu'on a à peu près mis en évidence 5 phénotypes. Le premier, il est simple, c'est le Covid classique, fatigue. Les symptômes les plus fréquents, fatigue, douleur ostéo-articulaire, dyspnée, sensation de douleur, le poids dans la poitrine, sauf qu'on voit apparaître les troubles cognitifs, donc ceux-là je ne vais pas en parler, mais nous on a des patients jeunes avec des troubles cognitifs très sévères, hein, donc ils sont confiés, les réadaptateurs, il y a une réadaptation pour au niveau cognitif qui est possible. Deuxième possibilité, c'est la forme que j'appelle la forme addisonienne. Alors addisonienne, ça veut simplement dire que ce sont des gens qui font l'activité physique qu'on leur donne, et ils sont en pleine forme pendant les 4 heures qui suivent, et le lendemain, ils ne peuvent pas sortir de leur lit. Il leur faut 24 heures ou 48 heures pour recharger les batteries. Donc là, ça veut dire qu'on leur propose des programmes beaucoup plus soft au niveau activité physique. Donc ça, c'est compliqué. Troisième possibilité, c'est les gens qui ont des tachycardies de repos et ou d'effort. Ils pédalent à peine que tout de suite, ils montent dans les tours et ils le ressentent très mal. Donc question, nous, on est en train de réfléchir, d'associer éventuellement au réentraînement un bradycardisant pour essayer de diminuer les symptômes. Quatrième forme, c'est ceux qui ont la même chose sur la ventilation, qui hyperventilent tout de suite, sans aucune raison. Ils ont vraiment une déconnexion. Donc là, on a distingué 2 types de patients. Il y en a qu'on peut arriver à réentraîner, et d'autres où c'est impossible. Donc on les fait passer avec des kinés qui les font travailler au niveau de la ventilation auparavant. Et dans cette forme-là, il y en a qui désaturent ou qui ne désaturent pas. Et là, bien sûr, dès qu'ils désaturent, on travaille avec les pneumologues et tout le bilan pneumologique, comme Laurent en a parlé précédemment. Ceci pour dire que c'est beaucoup plus compliqué qu'on croyait et que surtout, on ne sait pas que pendant combien de temps on va devoir les prendre. Par contre, le message qui est celui que je fais passer à ces patients, c'est qu'il faut qu'ils fassent de l'activité physique, parce que s'ils n'en font pas, ils vont surajouter à leurs symptômes les symptômes du déconditionnement. Et donc, ça va vraiment s'aggraver. Par contre, il faut qu'on adapte. Donc, est-ce que vous aviez d'autres mots que vous vouliez ou des messages? Il nous reste quelques secondes. Xavier? Non, parfait pour moi.
Merci. Laurent? Merci. Très bien. Bon, bah, écoutez, un grand merci à tous. Merci beaucoup pour votre attention. C'était une session, j'espère qu'on a répondu à toutes les questions que vous pouviez vous poser. Ça a été un grand plaisir pour moi, bien sûr, de participer. Et puis, comme il me reste quelques secondes, on vous attend à Rennes l'année prochaine, tous en pleine forme. Et la Bretagne sera au rendez-vous. Au revoir. Au revoir. Bien, nous allons pouvoir attaquer maintenant la séance des questions. Donc, on a quelques questions qui sont apparues, je vais vous les lire. Et donc, on a d'abord un commentaire qui nous précise qu'effectivement, il y a beaucoup de tachycardie sinusale, en particulier chez les sujets non sportifs et aussi des cas d'ESV pendant quelques semaines chez des gens qui ont un examen normal par ailleurs. Donc, effectivement, ça confirme un petit peu ce qui nous a été dit précédemment. Une question qui vient parler sur les Covid longs et de savoir comment explorez-vous les Covid longs ou les dyspnées post-Covid souvent limitées à l'effort, VO2 systématique. Alors, en ce qui concerne notre équipe, nous on fait aussi effectivement VO2 systématique avec surveillance de la saturation en oxygène, ce qui nous permet de répondre à la réponse ventilatoire, la réponse chronotrope, la performance bien sûr réalisée, et puis l'existence éventuelle d'une désaturation. Ça va nous permettre surtout de guider le type de réentraînement qu'on va faire. Ça n'a pas d'apport particulier. Je ne sais pas si vous avez une idée de bilan cardiaque spécifique à faire pour les Covid longs systématiquement, selon vous ou pas? Non, mais c'est vrai qu'à faire un test à l'effort, je pense qu'il faut le coupler à une VO2, oui. Oui. D'accord. Donc, une autre question sur les Covid longs. On a parlé déjà des Covid longs, donc des différentes formes qu'on a pu isoler. Donc, on connaît des collègues qui ont commencé dans les formes, comme je vous ai parlé, des formes de type addisonienne, thérapeutique avec corticothérapie. Donc, nous, pour l'instant, on n'est pas familiarisé avec cela, mais on risque effectivement de le demander. Alors une question, ça c'est plutôt pour Xavier. Xavier, je te la pose. Quel est le niveau de risque de myocardite post-vaccin chez le sportif? Est-ce qu'il est différent de la population générale? Est-ce qu'il y a des mesures de protection particulières, arrêt du sport, 48 heures ou 72 heures après le vaccin? Eh bien, je voudrais remercier très chaleureusement Lionel Michaud de me poser cette question, de même que François de me la répercuter, car je n'ai absolument aucune idée de la réponse à formuler. Si vous-même, chers collègues, vous avez des éléments, moi j'avoue que non, là j'ai on n'a absolument pas de notion. Non. Alors moi, ce que je peux dire simplement, c'est que j'ai questionné les infectiologues à Rennes, puisqu'on a eu une question qui s'est posée chez un sportif, et les infectiologues m'ont dit dans tous les cas, le bénéfice du vaccin est 100 fois supérieur au risque d'avoir une myocardite post-vaccin. Donc il faut vacciner. Voilà ce qui m'a été répondu. Quoi qu'il en soit, ça doit rester un dogme, bien évidemment. Voilà. Après, l'arrêt du sport, 48 heures ou 72 heures après le vaccin? Moi, je dirais bien 72 heures après. Oui. Ouais. Donc, alors, quand on dit arrêt du sport, là aussi, il faut être lucide. Enfin, tout dépend de la population à laquelle on s'intéresse. Mais chez des sportifs responsables qui comprennent ce que l'on leur demande et qui ont un niveau d'entraînement très important, il ne s'agit pas de les mettre au pot au lit, bien évidemment. Mais qu'ils diminuent de manière très importante leur charge de travail normale à l'entraînement, voilà. Et de manière à ce que le propos soit parfaitement compris et intégré par eux-mêmes. Voilà, il ne s'agit pas de les mettre au repos complet, mais surtout pas de charge de travail importante dans les 3-4 jours qui suivent la vaccination, quoi. Ouais. D'autant plus s'ils sont symptomatiques, parce que quand il y a une réaction virale lors du deuxième rappel, enfin du premier rappel, je pense qu'il faut vraiment lever le pied, quoi. Voilà, qui plus est. Et puis l'objectif, c'est tout simplement d'avoir une réponse vaccinale tout à fait favorable et qu'il n'y ait pas d'interaction négative de la dépression des défenses immunitaires post-exercice intense avec l'induction de la réponse immunitaire. Que le système immunitaire soit en fait totalement disponible, ouvert, si je peux dire, exactement. Pendant le... Alors il y a deux questions sur les dysautonomies. Donc comme on en avait parlé un petit peu dans les Covid longs, on pense que les variations de fréquence cardiaque et sûrement aussi les problèmes respiratoires avec ces hyperventilations sont sûrement liés à une dysautonomie. Nous, je ne vous l'ai pas dit ce matin plus tôt, mais on avait
on fait systématiquement une analyse de la variabilité de la fréquence cardiaque chez les Covid longs qui ont des troubles de la fréquence cardiaque. Je ne sais pas si vous avez d'autres expériences ou d'autres idées dans votre... Non ? Une autre question qui est très intéressante, pensez-vous que les fédérations vont suivre vos recommandations et limiter les examens complémentaires qui semblent non nécessaires en l'absence de symptômes? Laurent, Stéphane, vos avis? Après, on demandera à l'UCI. On a communiqué les résultats préliminaires au ministère qui va les répercuter donc sur les différentes fédés, ligues et autres, mais je pense que de toute façon ça sera quand même toujours soumis à la décision de la commission médicale de chaque fédé ou de chaque ligue. Et la tendance sera quand même, je pense, effectivement à un relâchement par rapport à la lourdeur du protocole envisagé dans un premier temps. Je pense que ça soulagera effectivement la plupart des commissions médicales. Xavier aussi? Nous-mêmes à l'UCI, on avait publié des recommandations de reprise de l'entraînement après Covid l'an dernier, avec un protocole déjà extrêmement léger, pardon. Et voilà, donc on avait dicté ces règles qui ont été, je pense, parfaitement acceptées par l'ensemble des médecins d'équipe. Voilà, donc moi je souscris tout à fait à notre discussion de la table ronde, et voilà, il faut alléger autant que faire se peut les examens complémentaires, surtout en l'absence de symptômes, quoi. C'était absolument évident. Alors ça tombe bien parce que dans le cadre de l'allègement, il y a une question qui était aussi destinée concernant: peut-on espérer bientôt un arrêt des PCR avant course pour les sujets vaccinés? Donc c'est les sujets vaccinés. Alors j'ai bien reconnu notre confrère qui pose cette question, bien sûr. Oui, bien sûr qu'on peut l'espérer. Cependant, ça dépend de deux facteurs. Un premier facteur qui tient, tout au moins un premier élément qui tient à l'état de nos connaissances. Dès lors qu'on aura scientifiquement établi le niveau de transmission potentielle du virus par les personnes vaccinées. Ça, c'est un premier élément qui actuellement reste quand même très largement débattu. On sait que chez les personnes vaccinées, la capacité de transfert et de transmission du virus est réduite. Mais de combien reste-t-elle malgré tout suffisamment importante, je dirais entre guillemets, pour pouvoir craindre malgré tout que le virus puisse continuer à être transmis, ou cette capacité de transmission est-elle réduite vraiment de manière tellement importante qu'il n'y a aucun risque de transmission? C'est un sujet qui est très débattu. Et notamment les Israéliens qui ont publié récemment sur cette question laissent à penser que la capacité de transmission est réduite d'un facteur 4 à 5, mais persiste malgré tout. Donc ça, c'est le premier élément qui devrait quand même être clarifié dans les prochaines semaines. Deuxième élément, si cette capacité de transmission réduite malgré tout perdure, et si le peloton lui-même est correctement vacciné, on n'a plus aucun intérêt à réaliser des tests PCR pour rechercher les porteurs sains. Ça n'a plus aucun intérêt puisqu'on sait que même si ce virus est malgré tout transmis à un faible niveau, il n'affectera personne autour puisque tout le monde sera vacciné. Quand je dis tout le monde, c'est la protection vaccinale, c'est-à-dire l'immunité collective que l'on peut espérer maintenant, enfin estimer maintenant, compte tenu des variants, approximativement à 70-75% de la population concernée. C'est-à-dire pour nous, coureurs et membres de l'équipe. Actuellement, comme je l'ai évoqué précédemment, on est très loin de cette immunité collective. Donc on pourra réduire, si ce n'est complètement supprimer ces tests PCR préalables, dès lors qu'on aura des informations sur la capacité de transmission des personnes vaccinées et qu'on aura une immunité collective suffisante. Et donc si je pousse le bouchon un petit peu plus loin, est-ce que ça peut être un argument justement pour qu'ils se fassent vacciner? On leur dit, on arrête les PCR, les vaccinés. Absolument, absolument. En particulier à l'entourage, encore plus peut-être même que les coureurs. Et je pense que les directeurs sportifs et les sponsors des équipes, notamment professionnelles, devraient aussi agir dans ce sens parce que non seulement c'est une contrainte pour les coureurs, c'est une contrainte pour nos confrères qui doivent gérer les calendriers de tests, et Stéphane est bien placé pour le savoir, et c'est aussi une contrainte financière pour les équipes. Ah oui, c'est parce que c'est aussi aux frais. Alors il y a une nouvelle question, ne devrait-on pas obliger la vaccination des sportifs de haut niveau au vu de ce que nous explique le docteur Bigard?
Enfin, personnellement, et puis après, il faut que vous rebondissiez derrière. Moi, personnellement, pour des raisons éthiques, je répondrai non. Voilà. On a la même question, on a même les mêmes questions pour le personnel médical et paramédical. On y est confronté, nous, à l'hôpital. Effectivement, actuellement, de toute façon, on est parti en France sur pas d'obligation pour la vaccination. Donc, c'est difficile de discriminer, entre guillemets, une population particulièrement en leur obligeant. D'ailleurs, ce n'est pas ce qui a été fait pour les Jeux Olympiques. Hein. On sait que le CIO pousse à ce que les athlètes soient vaccinés, mais le CIO n'a pas dit « il faut, si vous voulez venir aux Jeux Olympiques, que vous soyez vaccinés ». Donc, je ne pense pas qu'on doit partir, mais... Stéphane, en tous les cas, dans le rugby professionnel, depuis quelques semaines, les clubs se sont fait vacciner les uns après les autres rapidement, parce que les joueurs étaient quand même demandeurs. 2 PCR hebdomadaires, voilà, comme perspective, ça fait déjà 1 an que ça dure. Continuer, puis c'était un sport qui était particulièrement touché avec les contacts en mêlée. On se retrouvait avec une contamination le dimanche et le vendredi suivant, 22 joueurs étaient concernés, quoi. Voilà, donc de vrais ravages en termes de contagion. Donc de ce côté-là, en tous les cas, globalement, je pense que les sportifs de haut niveau seront plutôt très favorables à la vaccination. Il y a une autre question, alors je vais essayer. Des recommandations sont-elles prévues pour alléger le protocole de réalisation des épreuves d'effort? Ah oui, donc la question c'est plutôt les protections des gestes barrières lors de la réalisation des épreuves d'effort. Alors moi je parle, ce n'est que mon avis, pour le moment, non. Parce qu'on n'est pas dans un système, à partir du moment où on nous dit qu'il faut qu'on garde le masque dans les zones fermées et qu'il y a du monde autour, je ne vois pas pourquoi on allégerait le protocole des gestes barrières et de réalisation des épreuves d'effort. Surtout quand on ventile à 100 litres. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça me semble pour l'instant beaucoup trop tôt. Et je crois que cette question est intéressante parce que ça veut dire qu'il ne faut pas justement qu'on baisse la garde complètement en se disant que ça y est, c'est fini, c'est reparti, comme quand il n'y avait rien. Ce n'est pas vrai. Hein, c'est absolument pas sûr. Donc faisons encore attention. On a quelques semaines à tenir. Et je crois qu'en tout cas, moi, dans notre service, on n'allègera absolument pas le protocole de réalisation des épreuves d'effort. Est-ce que vous aviez, je ne vois pas d'autres questions, il nous reste 2 minutes à peu près. Est-ce que vous aviez d'autres remarques ou d'autres messages à faire passer, Xavier, Laurent ou Stéphane? Moi, j'espère que les fédérations vont suivre, ou tout au moins aussi alléger un petit peu le protocole du suivi cardiologique, parce qu'il ne nous paraît plus justifié aujourd'hui. Vous avez vu, nous sommes tous les 4 d'accord, donc il faut quand même insister là-dessus, ce n'est pas toujours le cas. Donc là, on est tous d'accord pour faire en sorte de simplifier la vie des sportifs et puis des médecins aussi, parce que c'était lourd aussi. Très lourd. C'est quand même très lourd à réaliser. Et puis des décisions difficiles à prendre des fois, en particulier quand on trouve des choses qu'on ne sait pas trop bien expliquer. Et donc c'est important. Est-ce que vous aviez d'autres choses à... Non, mais juste un petit commentaire, si tu permets, François. Oui, moi, évidemment, je souscris à ce que tu viens de dire. Mais sans vouloir me faire l'avocat du diable, il faut savoir aussi qu'on est sous le feu déroulant des réseaux sociaux, des journalistes et autres. Et tout allègement de ce type-là remettra obligatoirement en question le suivi médical lors de la survenue d'un incident, d'une récidive, de je ne sais trop quelles conséquences médicales. Et de manière totalement irrationnelle, je souscris tout à fait à ce que tu disais, mais obligatoirement, voilà, ça sera discuté, quoi. C'est vrai qu'on n'aura pas le droit à l'erreur. Bon, bah, de toute façon, si jamais il y a une erreur, on est tous les 4, on passe. Non, mais erreur, il y a, puisqu'on est toujours dans un domaine de bénéfice-risque, donc il y a obligatoirement des risques, c'est bien évident, quoi. Bien sûr. Ah, mais j'espère qu'on va, après avoir été rassuré sur le Covid en aigu, j'espère qu'on ne va pas être embêté, notamment sur les baisses de performance des sportifs sur les Covid longs, parce qu'on commence à voir quelques patients les uns les autres où on aura peut-être des soucis avec peut-être un autre algorithme de prise en charge d'examen à proposer. Donc j'espère qu'on ne va pas retomber dans un autre problème maintenant. C'est vrai. Et d'ailleurs, pour aller un tout petit peu plus loin, même si ce n'est pas vraiment le sujet, moi j'aimerais bien de temps en temps, je suis prêt à proposer à certains Covid longs que je vois de 27 ans, anciens sportifs de haut niveau, etc., qu'on fasse une vidéo pour qu'on montre ce qu'ils fassent, pour motiver les gens à se faire vacciner. Parce que là aussi, ça montre quand même que même à 25 ans, 27 ans, eh bien, eux, ils auraient bien aimé que le vaccin ait existé au moment où ils ont été touchés. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. Le Covid long, on ne sait pas où on va du tout, en particulier chez les sportifs.
Voilà, écoutez, merci beaucoup pour votre participation. Messieurs, je vous remercie, c'était un plaisir. Merci à tous. Et bonne fin de congrès. Au revoir.